Bon vendredi, il est 13h. Bienvenue dans Trudeau-Landry, une émission qui porte bien son nom aujourd'hui. Trudeau-Landry, j'avais hâte. Honnêtement, j'avais hâte et c'est un moment très spécial pour toute l'équipe aujourd'hui. Je vais essayer d'être... Je vais essayer d'être pas trop émotif. C'est normal, c'est correct. Ouais, je suis très heureux de voir Jonathan sur sa chaise. Jonathan Trudeau qui est avec nous. Salut, Joe. Salut, Jay. Comment tu te sens sur ta chaise? Je me sens bien. C'est beau de voir vos petits yeux humides. Je vais essayer de me convaincre. Ça va être un flop, cette entrevue-là. Ça marchera pas. Vous avez failli me faire prendre le clos sur le pont La Porte en ouverture d'émission quand je t'ai entendu. Ça m'a énormément touché. J'ai effectivement trouvé que c'était complètement stupide de dire à Kat, tu prendras le relais si je suis coupé par l'émotion, parce que Kat est très émotive. Mais je me suis dit une chose. Je me suis dit, dire que le monde pense qu'on sailliste. Ah, c'est... Puis là, après ça, je me c'est les suis... commentaires les Jérôme, plus mais là, après ça, je me suis dit, ben non, il y en a qui vont dire, hey, il est tellement pas content qu'il revienne qu'il pleure. Non. Ça a été... écoute, Joe, c'est... T'as dit jusqu'à quel point ça nous fait plaisir de te voir, mais tu sais... Je sais pas comment te le dire. Pour nous autres, tu sais, je veux pas ramener ça à nous autres, mais tu sais, nous autres aussi, tu sais, on le vivait avec toi aussi, puis... Raconte-nous un peu ce que tu as le goût de nous raconter. Je pense que tu reviens de loin. On s'est croisés à quelques reprises. La dernière fois qu'on s'est parlé en ondes, écoute, l'été n'était pas installé encore. Tu sais, c'était la veille de l'élection fédérale. 25 avril. C'est ça. Dans le fond, j'ai décidé d'arrêter le dimanche 27 avril. Ouais. Ouais, ça a été tough. Puis je sais que les gens m'ont beaucoup dit, tu sais, ça paraissait pas en ondes, là, tu sais, dans mes chroniques, dans l'émission. Mais vous le saviez que j'allais pas bien, les patrons, l'équipe à Montréal aussi, tout le monde savait que j'allais pas bien. Puis l'anxiété, c'est pas quelque chose qui t'est écrit dans le front. T'sais, c'est pas comme un bras cassé que les gens disent « Oh, OK, ça va pas bien, il t'est arrivé quelque chose. » C'est quelque chose que tu ressens en dedans de toi, qui est très, très, très envahissant, qui devient quelque chose... de tellement lourd à porter, là, il y a tellement de ramifications, surtout quand tu comprends pas. T'sais, moi, je comprenais que j'étais anxieux, mais je comprenais pas ce que j'avais. J'étais pas capable de mettre un mot sur ce que j'avais, de mettre un mot sur ce que c'était une attaque panique. Puis je vais en parler tantôt parce que je veux expliquer aux gens ce que j'ai, parce que la santé mentale, l'anxiété, ça a plusieurs facettes. Moi, je l'ai eu rough, là, je l'ai eu très, très rough. Mais j'essayais de repousser. J'avais commencé à consulter, vous le saviez, le mois avant d'arrêter, parce que mon Zona, en passant, je voudrais pas que les auditeurs pensent que c'était pas vrai qu'on parlait du Zona. Au contraire, le Zona a comme été l'ultime indice déclencheur de dire, là, il faut que j'aille consulter parce que le wake-up call ultime, ça va pas du tout. Mais j'avais même commencé de la médication dans le dernier mois, puis je me disais, ben non, il faut que je passe au travers de la campagne électorale, je vais me rendre à l'élection, puis je vais essayer de me rendre à l'été, puis après ça va bien aller. Mais la réalité, c'est que je pouvais juste plus, tu sais. Puis je m'excuse pour les gens qui ont écouté mon entrevue ce matin, je veux pas juste dire les mêmes choses, mais il reste que l'histoire est la même, que je sois à Montréal ou à Québec. Tu sais, le dernier vendredi que j'étais en ondes, j'avais congé de Trudeau-Landry, mais j'avais ma chronique avec Patrick Lagacé. Après ma chronique, je devais aller prendre des prises de sang. Parce que, je l'ai souvent dit, j'ai pas de médecin de famille, j'avais pas pris de prise de sang depuis 8 ans. Puis mon médecin, en passant, puis j'ai envie je vais avoir envie de m'exprimer sur l'accessibilité à notre système de santé parce que j'ai vu personne au public en passant en 6 mois. Là. Télémédecine grâce aux assurances de Cogeco, psychologue au privé. Bref, juste l'idée d'aller passer des prises de sang me faisait paniquer, mais totalement paniquer, alors que j'ai jamais eu peur des piqûres. Là. J'avais pas dormi de la nuit, j'étais complètement angoissé. Et là, tu sais, imaginez-vous la scène. Les gens qui nous regardent sur Twitch... que je salue d'ailleurs, vous étiez habitué de me voir avec ma balle anti-stress depuis plusieurs mois, que j'attribuais au fait que j'arrêtais de me ronger les ongles, ce qui était vrai, mais c'était devenu une béquille incroyable. Je pouvais plus, tu sais, en auto, dans le bureau, en ondes, même des fois à la maison, je fallait absolument que j'ai ma balle anti-stress. Toujours avoir une gomme dans la bouche, ma bouteille d'eau parce que j'avais peur de vomir. Là, puis là encore, là, évidemment, j'étais un petit peu nerveux en ce moment. Fait que les petits que je fais, c'est ça. Là, c'est la gorge qui est comme serrée. Fait que bref, ce matin-là, je me suis présenté à la clinique pour prendre des prises de sang avec ma balle anti-stress,
mes AirPods pour écouter du Alexandra Streliski, qui a été très précieuse dans les 6 derniers mois. Ça déteste. Ma bouteille d'eau, puis de dire à la personne, écoutez, j'ai un récent diagnostic de trouble anxieux, je suis vraiment énervé, blablabla. Elle me dit, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Puis, comme de fait, je respire. Ça, c'est une autre chose, les exercices de respiration que j'ai appris à faire et tout ça. Et je fais la prise de sang, puis après ça, je m'en vais chez nous, puis là, je me sens comme sur un nuage. Je me dis, c'est fait, ça a bien été, ça s'est bien passé. Là, je me sentais bien, je me sentais apaisé. Pas un petit déjeuner, puis là, j'allais me faire couper les cheveux 1h30 après. J'avais un petit peu de temps devant moi. Puis une demi-heure avant de partir, j'ai fait comme, non, ça me repogne. Ça me repogne. Et juste de me rendre chez M-Coupe, voir nos amis d'M-Coupe, Michel puis Fred, qu'on salue. Quand je me suis assis sur la chaise, j'ai dit à Frédéric, j'ai dit, écoute, ça va vraiment pas bien. Je sais pas si je vais être capable de te parler. Puis là, Michel, la propriétaire, elle vient me voir, pleine d'énergie. Hey, Joe, t'as l'affaire. Puis là, j'ai dit, c'est pas le temps. Elle dit quoi? Je dis, ça va vraiment pas bien. Puis pendant 20 minutes, j'ai eu les yeux fermés sur la chaise avec juste j'étais complètement en panique, là, dans me faire couper les cheveux, là, par quelqu'un que je connais depuis on est comme plus rationnel. Il n'y avait plus rien de rationnel. Non. Là, je suis sorti de là, puis là, je me disais, hey, ça va pas bien, ça va pas bien. Puis tout le monde, j'insiste là-dessus, là, l'employeur, tout le monde me dit, tu devrais arrêter, mais personne ne peut te l'imposer. Puis là, c'était l'élection, gardez ça en tête. Exactement. Aussi. On approche de l'élection fédérale, c'est ta vie professionnelle. C'est ton pain et ton beurre, là, littéralement. Là, Puis là, le samedi matin, je fais du ménage dans le garage pour me changer les idées. Puis le dimanche matin, je dis, je vais aller à l'éco-centre porter ça. Là. Et là, il y avait des voitures, il fallait que j'attende à l'éco-centre. Crise de panique totale. Peur d'être malade. Je me suis dit, comme, c'est pas une vie. Là. Puis en m'en revenant, entre chemin des îles puis route l'Allemand, j'étais tout seul dans l'auto, puis j'ai dit, c'est fini. J'arrête là. Puis comme je racontais, je suis arrivé à la maison, puis j'ai dit à ma superbe amoureuse, qui a été très, 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 très présente, très compréhensive, j'ai pris une décision. Elle dit quoi? J'arrête. Elle me dit quand? Je dis là. Là, elle dit parce que l'élection, c'est demain. J'ai dit ouais, mais je pense pas que demain, je vais être capable d'aller en ondes. Parce que, tu sais, vous le saviez que j'avais de la difficulté, puis les auditeurs s'en étaient peut-être même pas rendus compte, mais dans le dernier mois, on avait... Non, mais je veux dire, dans la structure du show, on avait fait des aménagements. Tu sais, t'ouvrais tous les blocs pour m'enlever un petit peu de pression, puis tout ça. Tu sais, à Montréal, l'équipe de prod autour de Pat savait que je leur avais demandé d'avoir un plan B. Le plan B étant, si un jour je peux pas rentrer, va falloir appeler quelqu'un d'autre. Mais même, je leur ai dit, ça vous prend un plan B+. Ça, c'est, mettons, dans les 2 dernières semaines que j'ai travaillé. Au cas où, à 6h59, je vous dise, je ne peux pas. Parce que c'était rendu qu'à chaque jour, c'était des attaques de panique, puis passer proche de ne pas être capable d'aller en ongle. C'est ça, mais des fois, quand la lumière s'allume, quand le micro s'ouvre, on réussit quand même un peu à performer un peu, mais à un moment donné, c'est trop aussi. Ben, en fait, c'est too much. Là. En fait, j'ai réalisé, puis je pensais à ça en m'en venant, parce que tantôt, le 20 minutes de radio que j'ai fait avec Pat Lagacé, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas bien senti comme ça, pendant ces 20 minutes-là. Là, je repensais à ça, puis je me disais, une fois que j'entrais en ondes, que ce soit le matin ou avec vous autres, quand la panique était passée, c'est là où je me sentais le mieux. Mais c'est pas normal. C'est un signe que tu aimes faire ton travail, mais c'est pas normal que tout ce qui entourait, au niveau professionnel, personnel, c'était rendu que je vivais une espèce d'asile. J'étais... Puis quand j'ai arrêté, j'avais touché le fond. Puis après avoir arrêté, j'ai découvert qu'il y avait 2 doubles fonds en dessous. Parce que là, j'ai crashé. D'arrêter de réussir de peine et de misère à faire ce que j'avais à faire, ça a été tough. Pour ceux qui se demandent ce que j'avais, ce que j'ai encore, évidemment, ça a commencé par un épuisement professionnel. On ne se comptera pas de mentir. Là. Ça a été un épuisement professionnel, mais qui m'ont mené à développer un trouble anxieux généralisé, ce qu'on appelle un TAG. Mais de façon plus précise, moi, j'ai développé le trouble panique avec agoraphobie, qui est quelque chose que les gens connaissent pas beaucoup, quoique depuis ce matin, il y a des gens qui m'ont dit « Hey, j'ai ça moi aussi ». Le trouble panique avec agoraphobie, c'est quoi? Ben, la composante d'agoraphobie, j'ai toujours su que j'aimais pas les foules.
Moi, j'ai toujours dit à la blague, dans le temps qu'on allait à la Saint-Jean ou au festival d'été, que fallait que je prenne une coupe de bière avant d'y aller parce que sinon, j'aime pas ça, je me sens coincé. Là, on est porté à blaguer un peu avec ça. Puis là, moi, je t'agace. Ah, ouais, Joe, vas-y, arrête ça. Puis, alors que dans la réalité, c'est une condition que bien des gens c'est ça. vivent. Puis, dans le fond, l'agoraphobie, c'est tout ce qui est public. C'est pas juste une grande foule. C'est ça. C'est tout ce qui est public, qui t'expose au public. Moi, c'est allé jusqu'à... Quand j'ai arrêté de travailler, j'avais le temps d'aller reconduire ma fille à l'école, des fois mon gars à l'école, puis juste de me rendre à l'école Saint-Joseph, qui est à 6 minutes de chez nous. Il fallait que je fasse des exercices de respiration dans l'auto. Là. As-tu toujours eu ça en toi ou ça s'est comme développé, empiré avec l'horaire vraiment chargé que tu avais ou t'as comme toujours mais ça en fait, toi, c'est ce que... Il y a beaucoup de réponses que j'ai là que je n'avais pas il y a 6 mois. Mm-hmm. Parce que la thérapie, moi, j'avais jamais consulté là, de psychologue. Pas que je jugeais ça, mais j'avais jamais pensé que j'avais besoin de ça, moi. La thérapie qu'on appelle cognitivo-comportementale, c'est-à-dire pas t'as un oncle qui t'a agressé quand t'étais jeune. Puis, non, c'est de t'accompagner puis de t'amener à réaliser puis à comprendre le pourquoi du comment. Mais j'ai réalisé que j'avais des traits anxieux depuis toujours. J'ai toujours su que j'avais un petit fond anxieux, mais que j'avais des traits anxieux qui étaient marqués. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un, je sais qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent en m'entendant, quelqu'un qui a des traits anxieux puis qui développe un trouble anxieux comme ça, tout est une question du contrôle. Tu as peur de perdre le contrôle. Tu dois avoir le contrôle. Pas contrôle dans le sens de dominer les autres ou d'être control freak, dans le sens que tu es complètement intolérant à l'inconfort ou à l'incertitude. Mais ça, c'était rendu dans toutes les sphères de ma vie, personnelle, professionnelle. Et là, ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu te crées des habitudes, des mécanismes pour essayer de, justement, pas perdre le contrôle. Qui sont hyper d'éviter épuisants. l'anxiété, mais qui deviennent épuisants et qui deviennent, eux, plus anxiogènes que ce que tu cherches à fuir. Puis tout ça, moi, ça se gérait jusqu'à temps que l'épuisement professionnel amène une problématique de santé mentale. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est ce que c'est. Puis donc, le trouble panique, c'est que j'avais des attaques de panique où, encore là, les gens qui le vivent savent c'est quoi. Tu penses que tu vas mourir, là. Je pensais que j'étais pour mourir 10 fois par jour. J'étais devenu hypochondriaque. Je me diagnostiquais 5-6 maladies par jour. Parce que devant l'anxiété, ton corps t'envoie des signaux, serrement dans la poitrine, plein de choses que tu t'essaies de comprendre, tu essaies de décoder. Parce que, disons les choses comme elles le sont, tu as un peu l'impression que tu deviens fou. Là. Moi, j'avais un peu l'impression que j'étais en train de devenir fou à la fin. Là. De ne pas comprendre ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête. Donc, le trouble panique, c'est que j'anticipais une situation anxieuse, aller en onde, aller à l'épicerie, aller à un spectacle de danse, même aller prendre une marche dans mon quartier. Et là, le fait de l'anticiper m'amenait à avoir une attaque de panique. Donc là, évidemment, quand finalement je me ramassais dans la situation en tant que telle, bien là, j'avais l'attaque de panique parce que je venais confirmer ce que... Fait que c'est un cercle vicieux qui est épouvantable. Comment on remonte, Joe? Parce que ce que tu décris là, je pense, puis que je l'ai dit aux gens, on s'est vu quelques fois cet été, on se parlait un petit peu, Messenger des fois et tout ça, puis comment on remonte? C'est progressif, j'imagine. Tu nous as souvent dit, je vais mieux, mais je ne vais pas bien nécessairement encore. Comment on remonte la côte? Mais tu sais, il y a deux choses, puis c'est important de dire les deux parce que je sais j'ai découvert qu'il y a un petit peu une dualité entre la médecine et la psychothérapie. Là. Oui. C'est-à-dire que la médecine va beaucoup mettre l'emphase sur la médication, la psychothérapie va beaucoup mettre l'emphase sur la psychothérapie. C'est ça, parce que la médication n'est pas suffisante. C'est ça. C'est pas mais les deux sont là. complémentaires. Ouais, là. Moi, je te dirais pas ça prend juste de la psychothérapie, juste de la médication. Les deux sont complémentaires. Parce que il y a de quoi qui est physiologique là, dans l'anxiété, mais la thérapie, c'est ce qu'il y a. C'est la première étape. C'est ce qui est de plus fondamental. Puis la meilleure façon de vous l'expliquer, mettons, le début du cheminement, là, c'est de comprendre que quand tu fais une crise de panique, tu dois l'accepter. Puis, tu sais, je pensais à ça en m'en venant tantôt dans l'auto. Je me disais, tu me connais, j'aime ça donner des images. J'ai pas changé. Là-dessus, j'ai pas changé. Faut pas que tu changes non plus. C'est comme une partie de souk à la corde. Tu sais, on a tous déjà joué au souk à la corde. Là, deux équipes qui tirent la corde de leur côté, puis là, tu vas amener l'autre équipe.
Mais là, la crise d'anxiété, elle arrive. Puis si tu tombes dans la crise de panique, là, c'est quand tu tombes de l'autre côté de la ligne, OK? Mais là, tu sens que ça s'en vient, ça tire. Là, tu tires de toutes tes forces. Tu tires parce que tu dis non, je veux pas encore, je veux pas. Puis là, un moment donné, bang, tu vas tomber dans la crise de panique, puis ça va faire mal, puis tu vas t'érafler les genoux. Alors que si tu sens que l'autre côté commence à tirer, puis tu décides de ah ouais, OK, bon, ben je vais te suivre tranquillement pas vite, puis je vais y aller de l'autre côté. Puis je vais respirer, puis je vais garder. Pas mal. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est de dire, au lieu de repousser, puis de le nier, de dire OK. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je me le disais, là. OK, j'ai une crise de panique. C'est pas le fun. J'en mourrai pas. Je vais passer à travers. Je sais ce que c'est, et je sais que ça a une durée limitée dans le temps que ça va passer. Et là, quand tu commences à te dire ça, c'est pas que tu n'as plus de crise de panique, c'est que de crise en crise, c'est de moins en moins intense parce que tu as commencé à intégrer ça, puis là, ben, éventuellement, ben, tu n'en as plus ou presque plus. T'sais. Puis là, ben, après ça, tu l'appliques au reste, à l'anxiété en général, puis à tous les autres petits mécanismes que j'avais dans ma vie qui visait, comme je l'expliquais, à me prémunir de l'inconfort, mais qui, dans le fond, était juste handicapant. Puis l'exemple, puis je vous l'ai raconté, je pense, à vous, mais je le raconte aux auditeurs. C'est complètement stupide, OK? Il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc, mais la thérapie m'a amené à comprendre que des choses anodines comme ça, que je reproduisais dans toutes les sphères de ma vie, autant au travail que c'était ça mon problème. L'exemple, c'est que quand je sors de chez nous à Route-l'Allemand, un coup qu'on a passé le trafic. Là, en Gaspésie. Là. En Gaspésie. Ouais. Bas-Saint-Laurent sur le bord de la Gaspésie. J'ai à peu près 2,5 km à faire avant d'arriver à la maison. J'ai 2-3 stops à tourner. T'sais, il me reste 3 minutes d'auto facile. Mm-hmm. Ben moi, avec le temps, j'avais développé l'obsession que dès que j'étais dans la sortie d'autoroute de Route-l'Allemand, il fallait que je trouve la manette pour ouvrir ma porte de garage. Puis là, tu sais, je fouillais, là, puis là, OK, c'est bon, je l'ai. Puis là, je gardais ma manette dans mes mains pour que quand j'arrive devant ma porte, je puisse peser direct sur le bouton. Et ne pas vivre l'inconfort d'arriver devant ma porte puis que je ne sois pas en train de l'ouvrir tout de suite. Ouais. Comprenez-vous comment c'est stupide comme... Mais tout ça, dans ma façon de préparer mes chroniques, dans... Tu sais, les gens, des fois, ils me disaient hey, « T'as donc bien des papiers sur ton bureau quand tu fais trop de Landry. » Ben oui, j'en faisais trop. Mais c'est ça que j'ai te demandé, Joe, parce que je t'écoute, là, puis tu sais, dans notre métier, tu le sais, il y a tout le temps des imprévus. Il y a tout le temps un invité qui cancelle, il y a un événement qui pète, puis moi, j'ai toujours eu l'impression que tu avais vraiment du fun aussi. Tu sais, on dit souvent qu'on aime ça, de tout mettre de côté parce qu'il y a un gros événement. Un de nos plaisirs en radio, puis je pense que tu partages ce plaisir-là, c'est l'imprévu en radio. Il n'y a pas de routine. Mais en même temps, ça devait être assez confrontant, tout ça, pour toi, d'avoir besoin d'ultra préparation, mais en même temps, d'avoir le plaisir aussi dans notre job. J'ai toujours pensé, comme ben du monde, comme toi, comme Kat, comme nos collègues, que les moments où je suis le meilleur dans mon métier sont les moments qui sont imprévus. Ben oui. Sont les crises qui éclatent à la télé. La fois que je suis rentré à la radio à minuit le soir de la tuerie de l'Halloween. Même chose, j'étais rentré à la radio quand il y a eu l'attentat à la mosquée, puis ça avait été des moments qui, professionnellement parlant, là, j'avais livré. Puis pourtant, tu sais, comment je te dirais ça? Je vais le dire comme les choses comme elles le sont. À un moment donné, tu viens que tu sais ce que tu vaux. Tu le sais que tu as des aptitudes. Tu le sais que tu es bon. Mais moi, je n'étais pas capable, dans la balance, là, mon insécurité de rien avoir à dire le matin surtout, là, j'étais pas capable de contrebalancer ça par le fait que ben non, mais attends, je le sais que je suis capable de livrer ma marchandise. Ben oui. Là. Oui. Alors que j'aurais dû dire, ben, si un matin que j'ai un petit peu moins de stock à livrer, ben, je vais compenser par le fait que j'ai un outil de travail qui est de parler, puis de m'exprimer, puis de faire réagir les gens, puis ça va être en masse. Mais je n'étais pas capable de faire la distinction entre les deux. Alors que quand là, ça m'était imposé, puis même dans la vie, quand il y a des imprévus qui arrivent, que ma blonde puis moi, on ne peut pas aller chercher notre enfant, puis là, il faut s'organiser. Écoute, je suis une machine, là. M'a tout organisé ça, puis bang, bang, bang. Ouais. C'est quand il faut que je prépare, quand j'ai le temps d'y penser, quand c'est là que ça m'envahit. Mais quand j'ai toujours appelé ça parce que je parlais déjà de ça avant sans savoir ce que j'avais, mais j'ai toujours dit, moi, j'étais comme
un 4x4 manuel. C'est-à-dire que si je commence à monter une côte sur le 2x4, je rushais, j'angoissais. Mais quand je mettais ça au 4x4, tasse-toi de là. Ça y va par là. Fait que, c'est ça. Mais c'est de comprendre ça puis de trouver les outils. Est-ce que tu as l'impression que ça va être toujours un petit peu un combat? Ou est-ce que les médecins, je ne veux pas rentrer dans du personnel puis tu vas où tu veux, Joe, mais est-ce que pour toi, ça risque de rester un combat ou tu as l'impression que tu es vraiment en train d'être sorti de ça, de cette anxiété-là? En fait, c'est que il va falloir pour le reste de ma vie que je reconnaisse les voyants jaunes puis les voyants rouges, ce que je ne faisais pas. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, j'ai les outils pour le faire. Parce que je sais qu'une des questions que les gens se posaient, parce que, en passant, j'en parle ouvertement depuis le début. Là. Quand il y a même des auditeurs qui m'arrêtaient, qui me disaient ton zonage, je disais non, finalement, c'est plus que ça, épuisement, puis on travaille là-dessus, blablabla. Je sais que les gens se disaient mais là, tu pourras pas reprendre la même charge de travail. Puis je me suis posé la question longtemps. Il faut que je lâche la chronique. En gros, c'est ça. C'est un gars d'oreille qui est. Je veux dire, on parle pendant 3 heures, mais surtout dans ton cas, c'était du travail le soir, du travail très, très tôt le matin, du travail dans l'avant-midi pour le show, 3 heures en ondes. Après ça repartait le lendemain. Là. Plus la famille. Plus la famille là-dedans. Les enfants, etc. Fait que la question, c'est est-ce que je peux reprendre le même rythme sans arriver au même résultat qu'on veut pas? Puis, ça n'a pas été avant, là, je te dirais, mi-juillet, là, que moi, j'ai répondu à cette question-là. Là, tu sentais la rentrée s'en venir aussi. Oui, non, ça a été... c'est pour ça que j'ai fait la publication la veille de la rentrée, pour, d'un, vous permettre, vous autres, puis à notre collègue Lagacé, d'avoir de quoi répondre, là, mais bref, j'ai décidé à ce moment-là que là, mon coffre à outils est suffisamment rempli pour que je travaille différemment, que je m'écoute plus. On a un employeur qui est absolument exceptionnel. Je confirme. Tu l'as vécu aussi, d'autres l'ont vécu, autant à Québec qu'à Montréal. L'empathie, la compréhension, l'accompagnement était exceptionnel. Puis c'est ça, on va le faire de façon progressive. Les premières semaines, je vais être là 1 fois, après ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. La semaine prochaine, tu commences déjà ça. Vendredi, je vais être vendredi matin avec Pat. On va s'ostiner sur Fitzgibbon aussi. Toi, oui. Il n'est plus là, Fitzgibbon. Non, mais c'est pas grave. On se rappellera des bons vieux souvenirs. On se rappellera des bons souvenirs. Ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, il y a une grande partie, parce que ce qui revient souvent depuis le 10 août, là, quand j'avais fait ma publication, puis depuis ce matin, parce que j'ai eu une tonne de messages, les gens parlent du courage d'en parler. Moi, je trouve pas que c'est tant courageux parce que je pense que ça me fait du bien d'en parler, mais surtout, je veux faire œuvre utile. Mais avant, on le faisait pas, Joe. Okay? Je comprends ce que tu dis, mais à l'époque, il y a 25 ans dans les médias, là, c'était pas. Personne n'aurait parlé de ça. Pourtant, il y en avait là, des gens qui avaient des enjeux d'épuisement, de santé mentale dans les médias. C'est pas arrivé cette année ou il y a 2 ans. Personne parlait de ça dans notre domaine, là, parce que c'était comme un signe de faiblesse. Alors que de mettre un genou à terre, je pense que c'est un signe de force à un moment donné de te rétablir. Tu dois ça, entre autres, à ta famille, tu as des enfants. Je pense que c'est bien plus un signe de force. Non, mais on a évolué là-dessus, Joe. J'ai jamais eu honte. Le plus dur, ça a été de prendre la décision. Puis quand j'ai décidé d'arrêter, je vous ai dit au patron, j'arrête 2 semaines. Parce que si je voyais au-delà de ça, j'aurais pas été capable de le faire. Fait que, je savais que je me trompais un peu moi-même en disant ça. Là, je me bullshitais. J'arrête 2 semaines, puis au bout d'une semaine, je fais comme non, ça prendra pas 2 semaines. Mais le plus dur, c'est juste de mettre le genou à terre. Mais au-delà de ça, j'ai jamais eu honte, jamais été gêné. Puis rapidement, j'ai décidé que j'étais pour en parler. Parce que des hommes de 44 ans qui réussissent bien leur vie, là, j'ai pas d'autres conditions, de divorce ou de problème. Bien, ça arrive, puis c'est important d'en parler. Puis il y a beaucoup de personnes qui me disent, des gens qui, depuis le mois d'août, me soulignent le fait que ça inspire. Ça continue au 25 de 2-6. Tant mieux. Puis en passant, j'ai pas ouvert le 25 de 2-6 parce que je veux pas... mais je vais tous aller vous lire, évidemment. Mais fait que c'est pour ça que je donne l'heure juste. Puis d'ailleurs, un peu comme je disais ce matin à Pat en ouvrant le show, tu as parlé de la formule que j'avais écrite, que j'utilisais dans l'été pour expliquer au monde qui me disait « Hey, t'as l'air de bien aller », mais leur expliquer que oui, je vais mieux, mais je vais pas encore bien. Ça a marqué pas mal de gens. Mais là, les gens qui se disent « OK, donc là, tu vas bien »,
Mais la version 2.0 de cette image-là, c'est de dire je vais beaucoup mieux et je pense que je vais suffisamment bien pour reprendre le travail graduellement. Parce que si je veux comme inspirer les gens puis que les gens se reconnaissent, puis si je peux pousser 3-4 personnes à dire « Ah, ben peut-être qu'il faut que j'arrête, que j'aille consulter », si ce que je laisse entrevoir, c'est que quand tu reviens au travail, t'es top shape à 100%, puis tu reprends un job à 100%, puis ce serait faux. Ce serait faux. T'sais, j'en ai encore de l'anxiété. Je la contrôle mieux, mais j'en ai encore. J'ai de l'incertitude. Ça va donner quoi? J'ai des craintes. Est-ce que je vais être capable? Blablabla. Mais je suis rendu à un point où je pense être suffisamment bien pour reprendre. C'est ça que je veux que les gens aussi retiennent. Tu reviens pas au travail à 100%. Ça n'arrive pas. Ouais. Tu vises... Ce qui t'enseigne, si on veut, c'est que tu vises le 80%. Pendant les 3 premiers mois, tu vas aller chercher un 5-10%, tu vas être à 90%. Mais le dernier 5-10%, il va te prendre un an. Avant que tu dises genre, OK, là, je me sens aussi bien que quand j'allais bien. Fait que ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Est-ce que tu as continué d'être branché un peu sur la politique, à suivre ça, ou il a fallu que tu coupes complètement le téléphone, les bulletins de nouvelles, la radio, Twitter et tout ça? J'ai jamais, mais vraiment jamais autant décroché que ça dans ma vie. Pas parce que je me disais, je dois plus suivre l'actualité, il faut que je prenne soin de moi. J'étais pas capable. Je ne pouvais juste pas. L'idée d'écouter un bulletin de télé ou d'écouter de la radio parler, juste ça engendrait en moi une anxiété épouvantable. Alors, c'est ta passion. Ben oui. J'avais continué le matin à ouvrir ma tablette, puis regarder un petit peu le journal La Presse Plus, puis juste parce que j'aime ça, par habitude. Mais les premiers mois, rien du tout. Écoute, le premier bulletin de nouvelles télé que j'ai écouté, c'est il y a un mois, là. Après 5 mois, puis la première fois que j'ai ouvert ma radio pour écouter la radio parler, c'était à peu près en même temps. Là, depuis ce temps-là, je me suis raccroché. Ben oui. Mais tu compensais ça par quoi? Parce que tu nous en as raconté un peu. Je me souviens qu'à un moment donné, tu avais développé certains passe-temps. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais, mettons, le jour et tout ça pour compenser un job qui est vraiment, vraiment prenant? La première phase, là, c'est comme les étapes du deuil, je te dirais. Là. La première phase a été une phase qui est que je qualifierais comme un peu de maniaque. Je ne suis pas maniaco-dépressif, mais une phase maniaque où, là tu dis, je peux faire 1001 choses. Tu faisais des travaux, monsieur. Je faisais des travaux. Ça, j'ai fait de la rénovation dans la maison, le ménage du garage, le ménage des garde-robes qu'on n'avait pas fait depuis je ne sais pas combien de temps. Puis là, mais dans le fond, je m'étourdissais. Puis c'était correct, là, parce que je pouvais pas juste... Et là, il est arrivé une phase où là, je me suis juste comme écrasé au bout de 2 semaines. Puis là, tu es tout seul à la maison. L'anxiété, c'était quasiment 24 heures sur 24 parce que je me réveillais la nuit en crise d'anxiété. Là, là j'ai commencé à faire des casse-têtes. J'avais hâte qu'on arrive à la phase casse-tête. Ouais. La phase casse-tête qui a duré un gros mois et demi. J'ai fait je ne sais plus combien de casse-têtes de 500 morceaux. Ici à la job. C'est un casse-tête du PQ ou de la CAQ ou de la politique de Justin Trudeau. Non. C'est quoi le premier casse-tête que j'ai fait? Non, du Canadien. Les Chiefs. Un casse-tête de Stitch. Je pense que tu nous l'avais envoyé en photo. Oui, parce que ma fille avait un casse-tête de Stitch circulaire, vraiment trop compliqué pour une jeune fille de 10 ans. Honnêtement, elle était tough. Mais elle avait commencé, mais elle était pas capable de le finir, puis j'avais dit, regarde. Je vais m'y mettre. Il paraît que c'est bon, les casse-têtes. Moi, là, je faisais mon casse-tête. Toi, je l'ai fini, j'y encadrais avec la colle à casse-tête. Là, j'ai OK, what's next? Écoute, j'en faisais 500 morceaux 2-3 jours. J'ai fait 1000 morceaux. La méditation. Si vous voulez une application Insight Timer, j'aurais jamais pensé faire de la méditation dans ma vie. Je me suis mis à faire de la méditation. Des fois, c'était 2 puis 3 fois par jour parce que ça t'apaise d'une façon incroyable. La respiration, je le mentionnais tantôt. En passant, le meilleur service que je peux vous rendre aujourd'hui, c'est de vous dire de télécharger une application qui s'appelle Respirelax. Que je ne connaissais pas, et je nommerai pas son nom, parce que je ne sais pas si je le nomme, mais c'est un politicien très en vue qui avait eu la délicatesse de m'appeler quand mon arrêt de travail avait été annoncé, puis on avait parlé, puis il m'avait dit « il faut que tu fasses Respirelax ». J'avais dit « c'est quoi ça, Respirelax ». Respirelax, c'est une application qui t'aide à respirer. Là, je le montre aux gens de Twitch. C'est essentiellement une bulle bleue qui monte pendant 5 secondes, qui redescend pendant 5 secondes,
qui monte pendant 5 secondes. Et là, tu inspires pendant Au que ça rythme monte. de la bulle. Et là, on appelle ça de la cohérence cardiaque. C'est prouvé par les médecins que ça fait diminuer la pression cardiaque et tout ça. Puis là, tu essaies de ne pas penser à d'autres choses en regardant ça. C'est ça, la bulle, la concentré tête à rien penser. Mais tu sais, il y a été un bout où si j'avais une commission à faire, avant de débarquer l'auto, il fallait que je fasse un petit 4 minutes de respirelax. Là, aujourd'hui, je peux être 2 semaines sans le faire. Là. Mais tu sais, c'est ça. C'est de trouver des outils comme ça qui t'amènent une certaine quiétude, qui t'amènent à te contrôler. Puis tu sais, ça, je vais continuer. En fait, ça, c'est un des dangers que je vois, c'est de dire genre, OK, bon, mais je vais bien, puis de plus refaire tout ce que je fais de bien qui m'ont aidé. Tu sais, c'est là qu'il faut que tu restes à l'affût. C'est ça, exact. Ta famille là-dedans, ton soutien familial, ça, tu sais, je veux dire, t'es chanceux, entre guillemets, là, d'être bien entouré comme ça aussi. Là. Oui. Ça aide, je pense. Tu sais, tu regardes tes enfants, puis à un moment donné, tu te dis, OK, j'ai une raison de me lever le matin. Il y a une raison pour tout ça. Tu sais, les enfants, l'annonce a été je pense, un peu difficile pour eux. Puis on leur avait annoncé avant que j'arrête. Là. C'est-à-dire que j'avais commencé de la médication, puis là, je leur avais dit, ça se peut que j'arrête de travailler parce que ça va pas très bien, puis... ça n'a pas été super facile, mais moi, c'est surtout que j'avais dit aux enfants, inquiétez-vous pas, là, je vais m'en sortir, puis papa, il prend les moyens. Mais je leur avais dit, il y a des avantages, puis c'est un peu comme ça que j'avais commencé ma publication sur Facebook, d'ailleurs. Il y a des avantages à être une personnalité publique, on est dans des endroits, les gens viennent voir votre père ou, souvent, on n'est pas là, puis ils leur parlent de leur père. Ça, c'est le beau côté. Ah oui, le chauffeur d'autobus, le prof, le parent d'un ami, etc. Je dis, là, l'envers de la médaille, c'est que ça se peut que dans les prochaines semaines, ça, c'est quand j'ai arrêté là, que j'aurais dit ça, ça se peut que là, vous allez vous faire dire, qu'est-ce qui se passe avec ton père? Parce qu'on peut pas le cacher. C'est pas comme quelqu'un qui rentre pas au bureau pendant 2 mois. Non, on peut pas le cacher. T'es pas là. Je leur ai dit, dites-vous qu'il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de gênant. Puis faites juste répondre aux gens que mon père a besoin de se reposer, il travaillait trop, puis il va aller de mieux en mieux. C'est ça. Puis les gens ont été super corrects. Là. Autant avec mes enfants que les gens qui m'arrêtaient à l'épicerie, au Canac. Tout le monde a été incroyablement empathique. Là, écoute, les messages que j'ai pu recevoir, là, c'est... Ça fait du bien, hein? Ça continue. Ça fait du bien, puis ça. Ça te permet de prendre la mesure d'à quel point tu n'es pas tout seul là-dedans aussi. Là. Tu as le temps de jouer à la balle un peu avec les deux? Oui. Ça aide aussi, ça, de continuer à faire certaines choses, parce que c'est pas vrai que parce que ça va pas bien qu'on est couché dans notre lit et qu'on fait plus rien aussi. Mais encore là, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, puis en même temps, il y a d'autres gens qui vont vivre juste avec leur entourage. Là. Quand on a recommencé la balle au mois de mai, je me disais, là, il y a tout du monde qui vont se dire... qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'est pas supposé être malade? Ben c'est ça, parce qu'avant, on entendait, il y a une dizaine d'années, on disait ça. Ce qu'il fait, lui, il n'est pas supposé être en dépression, quelque chose, que ce qu'il fait là en train de se baigner à la plage. Il est supposé être en boule à broyer chez eux. Ben c'est ça, tu peux pas rester roulant en boule dans ta chambre, les lumières fermées, les stores fermés. Alors que ça fait partie du processus de te rétablir, de faire... Moi, je me suis rendu compte que je m'étais complètement oublié dans les dernières années. Là. Fait que, la balle molle, là, je suis rendu un joueur passionné de pickleball. Hey, ça, je suis posé m'y Jérôme mettre commence, bientôt. d'ailleurs. Depuis 6 semaines avec mes amis des Jerks, le baseball est terminé, fait qu'on s'est mis au pickleball. Écoute, c'est addictif, là. On joue 1 à 2 fois par semaine depuis 6 semaines. Fait que, tu sais, c'est de trouver des façons de me garder en forme. Je marche beaucoup. J'essaie de marcher au moins une demi-heure par jour. Fait que c'est ça. C'est comme ça que tu te remets. Mais la crainte du jugement, c'est assez fort, là. Tu sais... on a été en vacances avec les enfants. On les a amenés en Europe pour la première fois à Paris. C'est un voyage qui était décidé depuis 6 mois avant. Oui. Au début, je pensais pas être capable d'y aller. Mais tu t'aides pas en y allant pas, je pense. Ben non, c'est ça. Tu t'aides pas, là. Puis en plus, sans raconter tous les détails de ce que j'ai vécu dans la dernière année, la première vraie crise de panique que j'ai eue, c'était au mois de novembre, quand j'étais parti au Mexique toute seule avec ma blonde. J'ai failli être obligé de débarquer de l'avion, là. Alors que j'adore l'avion, j'ai travaillé dans un aéroport, puis au retour, ça avait fait la même chose. Puis j'en avais parlé, je pense que j'avais pas fini en avion. Mais avec le recul, ça a été la première manifestation. Fait que, bref, juste d'être capable de prendre l'avion pour aller à Paris, c'était déjà une grande victoire. Puis là, je reviens. Puis c'est vraiment pas un reproche en passant. Là, s'il y a des gens de la compagnie d'assurance qui sont à l'écoute, mais ils appellent sporadiquement pour faire un suivi de comment tu vas. Puis là, je revenais du voyage. Là. Ça faisait 2 jours que j'étais revenu. Et écoute, c'était
épouvantablement tough. Avec le décalage horaire, la fatigue du voyage, puis tout ça, j'avais l'impression d'avoir reculé de 4 semaines. Okay. L'anxiété à côté. J'avais un ajustement de médication. C'est pas facile, ça non plus, dans ce temps-là. Puis là, je raconte un peu ce qui se passe aux assurances. Puis les assurances, bon, on le réflexe, j'imagine, normal de me dire, ben, si vous avez été capable d'aller en voyage, vous êtes sûr que vous n'êtes pas capable de retourner travailler? Ben non. Premièrement, tu sais pas comment ça a été en voyage. J'ai eu du bon temps avec les enfants puis tout ça, mais que le soir, je dormais pas. Que, tu sais, je peux te dire qu'au musée du Louvre, à un moment donné, j'ai failli me sauver en courant parce que agoraphobie, anxiété, au Louvre, mettons, peux-tu te dire que c'était un bon test? Mais là, quand tu te fais questionner comme ça, je veux dire, ça aide pas non plus, là. Non, mais je te le raconte comme anecdote. C'est-à-dire qu'après ça, ils ont échangé avec mon médecin. Okay. Puis là, le médecin confirme que non, la personne n'est pas apte à retourner encore. Mais il y a toute cette pédagogie-là à faire, là, de dire que c'est pas vrai que le jour où tu décides d'avoir une activité sociale ou d'avoir du plaisir, ben, ça veut dire que tu es prêt à retourner travailler. Non, c'est ça. Il n'y a rien de plus faux que ça. Mais je me souviens, avant de le vivre, j'ai déjà pensé ça aussi. Quand tu le vis, tu réalises que c'est pas comme ça que ça marche, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu parlais tantôt, tu as été longtemps sans regarder les bulletins de nouvelles, est-ce que tu recommences un peu là, à suivre ça? Comme là, la CAQ est à Gatineau, on a parlé à Philippe tantôt. Tu as recommencé? Ben, aujourd'hui, j'ai moins suivi là, parce que c'est une journée spéciale. Mais écoute, je pourrais presque te faire le verbatim de la commission Galland du dernier match. Carl Malenfant. J'ai écouté Carl Malenfant au complet, Geneviève Guilbeault au complet, François Mais ça, Legault Joe, complet. Là, j'avais envie de commenter. J'étais content parce que, tu sais, au début, quand t'es parti, nous autres, on a un messenger de Trudeau-Landry, puis là, on voyait que tu commentais pas. Quand tu as recommencé à nous parler de ça, je me suis dit, bon, il s'en revient. Ah oui, la semaine passée, j'ai fait un tweet. Ça n'a pas passé inaperçu. Le monde Joe, il tweet. Fait que non, le goût y est revenu. C'est juste de recommencer graduellement, mais j'ai hâte de rire avec vous autres. J'ai hâte de m'obstiner avec toi. Je te dis tout ça parce que c'est puis je fais exprès pour le dire au micro publiquement parce que c'est venu à mes oreilles que tu t'es peut-être un petit peu questionné à savoir là, va-tu faire je l'économise ou comment rentre-moi dedans là. Non, mais il faut qu'on se fasse attention en général. Pas juste en ondes, mais n'importe quel job, n'importe qui, je veux dire. Faut qu'on fasse attention au monde autour de nous autres aussi. Là, oui. Je pense que ce qu'on a vécu dans les derniers mois va nous avoir particulièrement soudés. J'ai mentionné à plusieurs personnes à quel point tu avais été fantastique dans tout ça, dans ce qui m'a mené à arrêter, surtout là, à chaque jour. Rien, parce que quand je suis parti, tu étais fantastique pour moi aussi. Là. Fait que c'est la moindre des choses. Puis Kat aussi. Alex, notre gros nounours sensible que j'ai revu chez Steph, que j'étais tellement content de trop sensible. Oui, de voir. Non, je sais pas. Hein? Kat qui est venu passer une game de baseball de mon gars au Parc Maranda à jaser avec moi dans les débuts, là, quand ça allait pas top shape encore. Bref, j'ai une équipe fantastique. Je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis les auditeurs, mon Dieu. Il y a trop de messages. Je peux pas t'aider de trop. Tu iras lire ça sur ton ordinateur. Mais je m'ennuie de vous autres. Je m'ennuie de la gang, évidemment, mais je m'ennuie des auditeurs. Je m'ennuie de ce contact-là. On carbure à ça. Puis juste là, on parle depuis 38 minutes. Puis je me sens bien. C'est le fun. J'ai envie de replonger. Là. Ça, ce n'est que du positif. Joe, on se revoit vendredi. On va peut-être se voir l'Arena aussi, pas mal, cet automne. Tantôt, ma première game de mon gars à 15h. Okay. Bon match. On lance la fin de semaine avec la première game de hockey de la saison. Puis Joe, je veux te dire merci au nom des gens là, qui nous écrivent, qui se reconnaissent dans ton histoire. Je vois qu'il y a des gens qui osent pas, qui ont peur d'être jugés au travail, qui veulent pas mettre le genou à terre et tout ça. Je pense que tu as inspiré bien du monde. Non, allez-y. Allez-y, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. C'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir faire à vos proches, à votre famille, à vos amis. Puis ça fait du bien. Je sais que l'aide n'est pas facile à aller chercher, mais il faut essayer du plus fort qu'on peut. Puis moi... En passant, là, j'espère qu'il n'y a pas des auditeurs qui se disent hey, là, il va-tu juste nous parler de ça? Non, je me laisserai pas définir par la santé mentale. Là, j'en parle, puis oui, quand il va y avoir des enjeux, je vais en parler, mais je ne ferai pas que ça. Mais par exemple, de chialer sur le système de santé qui fait en sorte que
des gens n'auront pas eu la même chance que moi d'avoir un employeur qui nous fournit une assurance, qui télémédecine. Moi, j'ai pas vu un médecin en personne en passant en 6 mois. Là. Ça, c'est incroyable. Tout s'est fait par télémédecine. Toujours avec le même médecin, par exemple, qui m'a suivi, qui m'a appris à me connaître. Mon psy, il a fallu que je le trouve moi-même au privé parce qu'au public, il y avait des mois d'attente. C'est pas normal, ça. Fait que, tu sais, je me dis, tant mieux si je peux inspirer des gens. En même temps, ça me met en sacrament de savoir qu'il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais moi, je veux, mais je suis pas capable. Ouais. Je vais juste vous dire, au moins, reconnaissez-le, avouez-vous-le, puis déjà, ce sera un premier pas de fait. Joe, à vendredi. Excusez. Je t'aime, mon ami. Moi aussi. Ben content. Hey, attends, je fais la pause. Ah oui, tu peux lancer la pause. Veux-tu? Très Vas-y, bonne je suis pas idée. capable. Très bonne idée. 25-226, si vous avez des commentaires, c'est 70-9330. Il est 13h40. Bougez pas, vous écoutez Trudeau-Landry. On revient, pas moi, mais eux autres, ils reviennent.